Parfait. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde. Comme d'habitude, toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Jocelyn, ça va? Bonjour, très bien, et toi? Super bien, merci. Écoute, cette semaine, on a deux gros sujets. Évidemment, on va encore parler de la question iranienne, parce qu'il y a eu des développements au cours de la dernière semaine. Donc, un cessez-le-feu de 2 semaines, des négociations qui ont eu lieu au Pakistan, qui ont avorté. Donc, on va en discuter, mais je vais aussi revenir sur un article très intéressant du New York Times de deux journalistes qui sont très, très, très bien connectés, qui ont une historique là, qui prouve qu'ils sont très bien connectés avec l'appareil politique. Et puis, ils ont des choses très intéressantes à nous révéler sur les événements qui ont mené à la décision du président Trump d'intervenir aux côtés d'Israël dans l'opération militaire contre l'Iran. Puis c'est des détails qui sont intéressants parce que ça permet de mieux comprendre des déclarations récentes de Trump. Puis peut-être ça va nous permettre aussi de mieux savoir quelle pourrait être la suite des choses au cours des prochaines semaines. Et toi, tu veux nous revenir sur un événement qui a lieu aujourd'hui. Au moment où on se parle, les gens ont commencé à voter. Donc, Viktor Orban, le mouton noir de l'Union européenne, le premier Oui, ministre hongrois, euh, selon certains sondages, serait en difficulté, pourrait perdre le pouvoir après 16 ans. Donc, tu veux discuter de cet événement-là parce que c'est plus qu'un simple événement électoral national, oui. parce que si Orban est défait, ça va avoir des répercussions majeures sur le fonctionnement de l'Union européenne, parce qu'Orban, depuis les dernières semaines, derniers mois, c'est un peu le mouton noir. Il met des bâtons dans les roues à la prise de décision à Bruxelles. Puis je suis persuadé qu'Ursula von der Leyen serait extrêmement heureuse de le voir être chassé du pouvoir. Mais Euh, plus fondamentalement aussi, l'élection va-t-elle remettre en cause les politiques d'illibéralisme, que ce soit en Hongrie ou ailleurs en Europe? Est-ce que c'est un recul pour ce courant de pensée politique ou bien c'est juste un accident? exactement. Donc, je vais commencer. Vous avez vu, là, la semaine a commencé, comme on dit, sur un bang. Alors, j'en avais discuté, le tweet de Donald Trump qui menaçait de rayer de la carte une civilisation si les Iraniens, le gouvernement iranien, n'obtempérait pas à ses demandes. Donc, quelques heures avant son ultimatum, que l'ultimatum prenne fin, euh, il nous a annoncé que les Iraniens étaient prêts à négocier. Il a rendu public 15 conditions du gouvernement américain. Les Iraniens, pour leur part, ont déposé 10 de leurs conditions. Et puis, on s'entend que les conditions étaient diamétralement opposées l'une de l'autre. Par exemple, du côté américain, on mettait énormément d'emphase sur le contrôle du nucléaire iranien, tandis que les Iraniens, une de leurs conditions, c'était que l'Agence internationale d'énergie atomique allait leur foutre la paix, qu'ils allaient essentiellement avoir le droit de reprendre leur construction de centrales nucléaires, qu'ils allaient continuer à contrôler le détroit d'Ormuz, alors que l'une des conditions américaines, c'était complètement différent. Enfin, bref, des négociations se sont ouvertes au Pakistan. Et puis, au cours des dernières heures, c'était J.D. Vance, le vice-président américain, qui était aux commandes. Donc, il a fait une conférence de presse pour dire que, malheureusement, il y a eu des avancées sur certains dossiers, mais sur des questions fondamentales, là, ce qui était considéré par les Américains comme étant des lignes rouges. Malheureusement, il n'y avait pas eu de concession, de compromis possible. Et donc, là, maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver au cours des prochaines semaines? Est-ce que les Américains, les Israéliens vont reprendre leurs opérations militaires contre l'Iran? Est-ce que l'Iran va continuer ses mesures de contrôle du détroit d'Ormuz? Donc, on n'en sait rien à l'heure actuelle. On verra au cours des prochaines semaines. Mais bon, je pense que c'est un petit peu évident que ça allait se terminer en queue de poisson parce que lorsqu'on regardait les 15 conditions américaines puis on les comparait aux 10 conditions iraniennes, c'était virtuellement impossible de pouvoir s'entendre, de trouver un terrain d'entente, alors que clairement, sur des questions de principe, ils sont diamétralement opposés l'un à l'autre comme ça. Fait que, Maintenant,
Ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'était la première fois qu'il y avait un contact direct entre les deux gouvernements depuis 1979. Alors, juste ça, évidemment, ça a suscité bien des espoirs puisqu'ils étaient dans la même salle pour négocier, mais c'est assez difficile de changer 47 ans d'animosité en quelques heures. Puis est-ce Donc, qu'on puis est-ce qu'on sait qui était l'interlocuteur iranien? Est-ce que c'était un le ministre, président du Parlement, président du Parlement? D'accord. qui doit être un des rares à avoir survécu aux frappes militaires. Donc, il a, il a acquis l'ascendance sur les autres avec la bénédiction du nouveau leader iranien, là, le fils de Khamenei. S'il est toujours en vie, ça c'est l'autre question aussi. Ah, On ne sait ça, pas. effectivement, on ne sait pas. En tout cas, il doit être drôlement amoché puisqu'on ne le voit pas. Alors, on lit ses communiqués, mais c'est tout. Ah, Ouais. la seule information qu'on a, c'est que la délégation iranienne à Islamabad était en contact direct avec lui au fur et à mesure de la négociation. Donc, D'accord. je ne sais pas si dans ce temps-là, les Israéliens réussissent à déterminer où le leader iranien se trouve en Iran, parce qu'après tout, si vous téléphonez, Ça laisse on des devrait, traces. ça laisse des traces. Oui. Ouais. Bon. Mais ça, on va en savoir plus au cours des prochains jours, des prochaines semaines, mais c'était des négociations en haut lieu. C'est pas, Voilà. par exemple, dans le cas des négociations en Ukraine qui ont commencé l'année dernière, tu sais, vous n'avez pas le vice-président russe ou le premier ministre russe qui était assis à la Mm. table de négociation. C'était un niveau inférieur. Donc, le fait que J.D. Vance se soit rendu sur place pour négocier, c'est Il voilà. était contre, hein? Il était le seul de l'administration à être contre la guerre. Ben, d'ailleurs ce que je veux vous évoquer au cours des prochaines minutes parce que vous avez deux journalistes du New York Times, Jonathan Swan et Maggie Haberman, Ouais. qui sont des correspondants du New York Times depuis plusieurs années. Et puis, ils ont fait la preuve dans le passé là, qu'ils étaient extrêmement bien connectés au plus haut niveau de l'échelle des échelons étatiques. C'est pas la première fois qu'ils discutent publiquement qu'ils évoquent publiquement des discussions en haut lieu qui ont eu lieu dans le bureau ovale. Et puis, donc, je pense qu'on peut leur donner le bénéfice du doute. Et il y a quelques jours de ça, ils ont publié un long papier qui fait toute la chronologie des événements. Et puis, je vais vous en parler. Ça nous donne une meilleure idée, comme je le disais en introduction, une meilleure idée des raisons pour lesquelles Trump plaide, affirme avoir remporté la victoire. Puis vous allez comprendre pourquoi, parce que dans un certain sens, si on suit la chronologie, ça fait du sens. Donc, voici. Le 11 février dernier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est discrètement rendu à Washington pour rencontrer Donald Trump. Pour l'occasion, il était accompagné du directeur du Mossad, donc les services secrets israéliens, et aussi d'autres chefs militaires. Son objectif, c'était de présenter à l'administration américaine ses craintes concernant le programme nucléaire iranien, puis alors développer la thèse suivante, que l'Iran était prêt pour un changement de régime et qu'une attaque israélo-américaine pourrait contribuer à réaliser cet objectif-là. Aussi, que le programme de missiles balistiques iranien pourrait être détruit en quelques jours par le biais de frappes aériennes et que le régime serait tellement affaibli qu'il n'aurait pas la capacité de frapper ses voisins et de bloquer le détroit d'Ormuz. Puis ces frappes-là auraient eu pour conséquence d'entraîner de nouveaux soulèvements populaires, comme ceux qui avaient eu lieu en janvier, en plus de contribuer à la décision des Kurdes irakiens d'envahir l'Iran par le nord-ouest. Donc, autour de la table se trouvait, en compagnie de Donald Trump, sa chef de cabinet, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Marco Rubio, le secrétaire d'État, Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, le chef de l'état-major de l'armée américaine, le général Dan Kane, le directeur de la CIA, ainsi que Jared Kushner, son gendre, et Steve Witkoff, son ami milliardaire, copain avec qui il joue au golf.
qui a mené des négociations en son nom, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie. J.D. Vance, à ce moment-là, était absent puisqu'il était chez moi. Il était en visite à ce moment-là en Arménie et en Azerbaïdjan. Donc, le lendemain, il y a une nouvelle réunion qui a eu lieu en présence de gens, de hauts responsables du service de renseignement américain, des gens au fait des capacités militaires américaines et de la politique intérieure de l'Iran. Donc, ils ont divisé la présentation de Netanyahou en quatre parties. Donc, ils ont divisé en quatre parties, donc quatre objectifs. Premier objectif, la décapitation du régime. Le deuxième objectif, détruire la capacité de l'Iran de pouvoir menacer ses voisins. Troisième objectif, qu'une opération militaire contribuerait à une mobilisation populaire contre le régime. Et quatrième objectif, de mener à un changement de régime. Donc, les responsables du service de renseignement américain ont alors affirmé que le premier et le second objectif étaient tactiquement réalisables, mais que les objectifs 3 ou 4, donc une opération militaire contribuait à une mobilisation populaire contre le régime et qu'il y a un changement de régime, étaient complètement irréalistes. Donc, le directeur de la CIA aurait alors dit à Trump que la présentation de Netanyahou était, et je cite, une farce, et Rubio a dit que c'était de la bullshit. J.D. Vance, qui était de retour de voyage à ce moment-là, a aussi émis des doutes similaires, tandis que le général Kane a affirmé, sur la base de sa propre expérience, que les Israéliens avaient toujours tendance à présenter des plans insuffisamment développés, dont l'objectif consistait simplement à inciter les États-Unis à les aider, étant donné qu'ils peuvent rien accomplir militairement sans le soutien de Washington. Le général Kane a ajouté également qu'une opération militaire en Iran aurait pour effet de réduire drastiquement le stock de missiles américains, déjà lourdement entamé depuis 2022 en raison du soutien à l'Ukraine, en plus de la très grande difficulté de l'armée américaine à sécuriser le détroit d'Ormuz. Quant à Vance, il a été le plus critique contre cet aventurisme en affirmant qu'une guerre en Iran causerait une énorme distraction et coûterait extrêmement cher, que ça causerait un chaos régional, en plus de briser la coalition que Trump avait bâtie en 2024, en faisant en sorte que plusieurs de ses militants viendraient à la conclusion que Trump est en train de trahir ses promesses de campagne. Enfin, Trump a aussi affirmé que l'Iran avait toutes les cartes en main concernant le contrôle du détroit d'Ormuz et qu'une grave crise énergétique résulterait de l'intervention. Bon, ce qu'on raconte, c'est que Trump n'a pas été ébranlé par cette dernière menace, alors que son secrétaire, et preuve que ça ne l'a pas impressionné, c'est que son secrétaire d'État à l'énergie puis son secrétaire au Trésor n'ont jamais été convoqués à ces réunions de crise. Euh, Parce que Trump, en fait, il n'a pas été affecté par ces critiques-là parce qu'il s'est dit confiant d'une victoire rapide, comme ça a été le cas en janvier au Venezuela. C'est la raison pour laquelle il a donné le feu vert à l'opération le 26 février dernier au général Kane. Moi, je trouve que cette chronologie-là est intéressante parce qu'elle illustre bien ses propos depuis les 6 dernières semaines. Donc, concernant les objectifs 3 et 4, soulèvement populaire et changement de régime, Trump aurait dit à ses conseillers que ça, c'était le problème des autres et non le sien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le problème des autres, là, celui des Israéliens, celui des Iraniens, c'était pas clair, mais il a dit ça, c'est pas mon problème. Donc, c'est pas une considération pour moi. C'est le problème des autres. Pour lui, ce qui comptait, c'était la réalisation des deux premiers objectifs, donc la décapitation du régime puis éliminer les capacités militaires iraniennes. Donc, si ça, c'était réellement ses objectifs à lui, moi, je trouve que c'est cohérent dans une certaine mesure par rapport à ce qu'il dit depuis les dernières semaines. Donc, parce que lui, il dit, il y a eu changement de régime. Parce que ceux qui étaient en place en février dernier sont morts aujourd'hui, puis que les forces militaires iraniennes ont été détruites. Donc, des navires iraniens ont été coulés. L'aviation iranienne, qui était plus ou moins existante, elle est maintenant devenue carrément inexistante. Donc, si ça, c'était ses objectifs réels pour lui, il a raison de crier victoire. En fait, c'est pas vraiment une victoire parce qu'il est quand même clair que l'armée iranienne n'a pas encore été complètement détruite, surtout les systèmes de défense antiaérienne.
comme en fait foi le F-15 qui a été abattu la semaine dernière. Donc, si Trump était honnête et que c'était réellement ses deux objectifs, s'il était honnête, il devrait parler d'une demi-victoire ou d'une victoire à 75 ou 80. Bref, qu'est-ce qu'on doit conclure de cette chronologie-là, de tout cela? C'est que, d'une part, ça a déjà été évoqué par plusieurs personnes, puis si cette chronologie-là est vraie, on peut dire que oui, Trump s'est fait embarquer dans une histoire par Netanyahou, ce que Vance a reproché directement au premier ministre israélien il y a environ 2 semaines dans une conversation téléphonique qui a été assez violente entre les deux. Donc, dans cette conversation-là, Vance aurait reproché à Netanyahou effectivement, d'avoir embarqué les Américains dans une patente à gosse en leur ayant vendu une opération militaire rapide, alors que c'était plutôt un début d'un potentiel enlisement américain au Moyen-Orient. Euh, Deuxième chose qu'on doit conclure, c'est que Trump a confondu ici tactique et considération géostratégique. Bref, que la décapitation du régime suffisait à elle-même, puis que c'était une fin en soi. Ça, c'est l'élément tactique. Mais l'élément géostratégique, il n'a pas pensé aux conséquences que ça pourrait avoir sur le long terme. Puis la plus importante, ben, c'est la possibilité que le monde vive une crise énergétique majeure. Enfin, dernière chose qu'on peut conclure, c'est que la décision a été basée entièrement sur ses instincts, c'est ce que l'article aussi évoque, et que Trump n'a pas considéré les avis de ses collaborateurs, dont celui du général Kane, ce qui l'a amené à ouvrir une boîte de Pandore, qu'il condamne aujourd'hui soit un désengagement, qui serait alors perçu par plusieurs comme une défaite, ou bien un enlisement afin de ne pas avoir à perdre la face. Et ça, s'il s'embarque dans un enlisement, ben, ça l'amènerait à devoir inévitablement réaliser les objectifs 3 et 4, donc essentiellement entraîner un changement de régime en Iran. Donc voilà, Est-ce, c'est le résumé de l'article du New York Times. ouais. Puis je me demande, tu l'as lu toi Est-ce, aussi, je me demande ce que tu en est-ce penses. que, est-ce qu'on change le régime parce qu'on décapite la tête et que, quoi, une douzaine, une quinzaine de personnalités sont tuées, alors qu'un régime, c'est quand même une structure assez lourde Ben oui. qui gouverne l'Iran depuis 47 ans. Ben oui, on joue sur les mots ici, parce qu'en fait, Ouais, si dans sa tête, c'est décapitation du régime égale changement de régime, bon, ben si c'est sa définition à lui, oui, il y a effectivement eu changement de régime en Iran, parce que à peu près tous ceux qui étaient au pouvoir en février sont tous morts aujourd'hui. Mais ouais, lorsqu'on parle en sciences politiques d'un changement de régime, c'est non seulement le dirigeant politique qui est viré du pouvoir puis remplacé par quelqu'un d'autre, mais c'est aussi toute la structure de l'ancien régime qui est hmm, complètement éradiquée puis qui est remplacé par des nouvelles structures, dans un cas de régime autoritaire qui verrait démocratique. Donc, le remplacement par des institutions démocratiques, ouais. avec Et dans des fonctions qui sont remplies par des personnes qui n'étaient pas membres du régime voilà. précédent. En tout cas, La, la- la révolution, les révolutions françaises et russes, oui, c'est finalement. ça. Puis la révolution iranienne de 79, ça a été un Ah ben changement de oui, oui, régime, oui, parce que ça c'est... radicalement, le régime, la société ont complètement changé aussi. Donc, je veux dire, si sa définition à lui, encore une fois, c'est décapitation égale changement de régime, ben oui, il a raison, c'est un changement de régime, puis ça lui Ouais. permet peut-être, en jouant sur les mots comme ça, de pouvoir dire, ben, j'ai remporté la victoire. Parce que si Hmm, effectivement, dans sa tête, c'était l'objectif principal, et de détruire, ou en tout cas de vraiment maganer l'armée iranienne, oh, ben oui, l'armée iranienne a subi des pertes considérables dans ce conflit-là, en jouant sur les mots puis en ne s'en tenant qu'à ces deux objectifs-là. Tout ce qu'il raconte depuis les 2, 3 dernières semaines, oui, ça fait du sens. Il n'est pas en train de ouais, délirer, là. Mais on s'entend que dans le langage de la science politique, sa ouais, définition d'un ouais, changement de régime, c'est pas ça du tout, là. ouais. Et il est vraiment loin d'avoir atteint cet objectif-là, là. Maintenant, Tel qu'on définit un changement de régime. ouais, est-ce que le programme nucléaire a été entièrement détruit? C'était en tout cas sa déclaration de juin l'année dernière, quand il y a eu les premières frappes pendant une douzaine de jours. Le programme était supposé avoir été éliminé complètement. Ben là, ils étaient de retour en Iran aussi pour éliminer ce qui restait.
peut-être parce que les services secrets israéliens avaient trouvé d'autres endroits, d'autres objectifs de ce programme nucléaire. On ne le sait pas finalement. Non, on ne sait pas, mais tu sais, en juin dernier, ils ont tué des ingénieurs nucléaires. Oui, Ils les ont assassinés avec des frappes très, très, très ciblées. Les États-Unis ont utilisé des bombes pénétrantes là, dans le sol pour cibler les installations souterraines iraniennes. Donc, on peut légitimement penser que si les installations nucléaires iraniennes n'ont pas été entièrement détruites, elles ont été drôlement maganées. Et hmm, de penser que 8 mois plus tard, ils ont été en mesure de tout remettre en place non, et qui posent à nouveau une menace existentielle pour Israël et qui sont à quelques semaines de développer l'arme, je ne suis pas convaincu, non. personnellement. Ça a toujours été le leitmotiv de Netanyahou quand il faisait ses présentations à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a déjà 10 ou 15 ans, il disait le nucléaire iranien, la bombe iranienne, c'est pour la semaine prochaine. Oui, Donc, c'est il faut ça. agir tout de suite. Et, parce que, et même si les Iraniens avaient été en mesure de tester un engin nucléaire, encore faut-il qu'ils puissent le véhiculer, qu'il y ait un Le- vecteur, soit par missile, soit par avion, pour le- lancer la bombe. c'est ça, donc le miniaturiser, Le miniaturiser, qui est déjà un processus assez compliqué. c'est ça. En fait, c'était peut-être les missiles balistiques Ouais. dans l'esprit de Trump. Parce que vraiment, si effectivement les Iraniens ont développé des missiles hypersoniques, comme ils le prétendent, ben oui, ça pose une menace directe aux voisins, les alliés des Ah, ben États-Unis, ça, à c'est sûr. Israël, à l'Europe également. Donc, si son objectif était de détruire ces installations-là de missiles conventionnels balistiques, si dans son esprit à lui, sur la base des renseignements que son chef d'état-major de l'armée de l'air lui donne, si effectivement 80% des missiles, de ces missiles balistiques-là ont été détruits au cours des 6 dernières semaines, encore une fois, dans son esprit à lui, de dire que l'objectif numéro 2 a été atteint, Mhm. je pense, si c'est C'est pas faux. c'est une hypothèse, Mais, là, mais si c'est effectivement mais, le cas, ce qu'il raconte n'est pas complètement dénué de vérité. ouais. Mais les hypermissiles, on les a pas vus, hein? On les a pas vus à l'heure. En tout cas, je me souviens pas d'en avoir vu à l'heure. Pas cette fois-ci, la dernière Les fois, Russes, c'est en juin dernier, où les Iraniens OK, auraient ouais, lancé, utilisé un missile hypersonique. Bon. OK, très bien. Mais cette fois-ci, c'était des missiles balistiques conventionnels, Conventionnel, hein, des drones, mais c'est quand même des missiles qui ont fait beaucoup, beaucoup de dommages, hein. c'est Surtout sûr. les infrastructures gazières, pétrolières dans la région. Beaucoup d'avions américains qui étaient sur des bases aériennes en Arabie Saoudite ont aussi été détruits par ces missiles-là. Ouais. Donc, mais bon, Maintenant, il faut se il leur en demander, reste combien? C'est la première question. Les Iraniens, des missiles comme ça, il leur en reste combien? C'est quoi leur capacité de pouvoir en produire au cours de la prochaine année ou des 2 prochaines années? Est-ce que hum, les installations où on produit, on construit ces missiles-là, est-ce qu'ils ont été détruits ou non? hum, Tout ça, on ne le sait pas. C'est juste les ouais. services de renseignement américains qui sont en mesure de répondre à cette question-là. Maintenant, il faut se demander si après le, est-ce que c'est la suspension des négociations ou la rupture des négociations ce matin à Islamabad? Ça veut dire que Trump revient en arrière et décide qu'on continue l'opération militaire. Il y a quand même un cessez-le-feu de 2 semaines. On est dans la première semaine. Il reste encore du temps pour la négociation. Alors, est-ce qu'il y aurait un retour sur place au Pakistan ou ailleurs pour poursuivre la discussion? Ça reste à voir. Ça reste à voir. Mais ce qu'il dit aussi, c'est, il dit, garde, moi, qu'on en vienne ou non à une entente, j'ai remporté la guerre. Oui, Donc, encore une fois, dans sa perspective à oui, lui, oui, si c'est les c'est sûr. objectifs 1 et 2, dans son esprit à lui, oui, il a effectivement atteint ses objectifs, ce qui lui permet. C'est là l'espoir qu'on peut avoir. C'est si il est borné, il s'en tient vraiment à sa définition d'un changement de régime, puis il pense que les missiles balistiques ont été détruits.
il affirme vraiment avoir remporté la victoire, ben Mais on espère que ça va l'amener à se désengager de ce conflit-là. Parce que si tu as remporté la victoire, tu n'as plus de raison de rester engagé puis de tu n'as continuer plus les de frappes raison. aériennes. Mais est-ce que le détroit d'Ormuz va être réouvert rapidement? C'est ça. Lorsque je dis c'est trop, sa décision a été trop basée sur la tactique, donc des Mhm, éléments très, très, très précis à court terme, sans penser aux conséquences à long terme. Non, parce que Vance a évoqué ça. Il dit, moi, je pense, et le général Kane, les deux ont dit, les Iraniens ont toutes les cartes en main en ce qui a trait au contrôle du détroit d'Ormuz. Mais ça, mhm. c'est une considération géostratégique sur le long terme. Mais encore une fois, c'est la vision de Trump, c'était juste sur le court terme, des éléments tactiques. Bon, ben, ça ne l'a pas amené à réfléchir à des considérations comme celle-là. Donc, c'est tout ça pour dire que j'ai fait un petit vidéo là-dessus il y a quelques jours. J'ai évoqué la possibilité, parce que des gens ont évoqué cette possibilité-là, qu'en réalité, ça faisait peut-être l'affaire des Américains que la région s'enflamme et que le détroit d'Ormuz se retrouve à être bloqué pendant des mois et des mois. Puis la thèse était que les Américains, leur économie dépend de la demande pour le dollar américain. Donc, c'est le Voilà. principe du pétrodollar depuis que Nixon a mis fin à l'étalon or. Donc, le principe du pétrodollar, tous les échanges, la vente et l'achat de pétrole se fait en dollars américains. Et ça, c'est ce qui permet de générer de la demande pour le billet vert. Puis c'est ce qui permet aux Américains d'imprimer de l'argent, d'avoir des déficits et des dettes astronomiques parce qu'il y a toujours de la demande pour le dollar américain. Or, le problème depuis l'émergence des BRICS, c'est briser le monopole du dollar Ouais. et de commencer à transiter en euros, en yuan ou même en or. Et puis, donc, la thèse qui circulait, c'est que est-ce que les Américains ne voudraient pas donner un grand coup et envoyer un signal extrêmement fort pour forcer des nations tout entières, comme la Chine, l'Inde, le Japon, à devoir se réaligner en matière d'achat de pétrole vers les États-Unis, qui est le plus grand producteur de pétrole au monde, si le détroit d'Ormuz est fermé. Parce que la Chine, 50% de son pétrole Ouais. passe par le détroit d'Ormuz. L'Iran, c'est 70-80%. Donc, s'il est bloqué définitivement pendant des mois et des mois, ça forcerait ces nations-là à devoir acheter du pétrole américain. Puis là, ben, si tu achètes du pétrole américain, on s'entend que tu vas le payer en dollars américains, ton Ouais. pétrole, puis pas à 100 pièces le baril, mais à 200 dollars le baril. Donc, ça aurait pu être une stratégie pour les Américains de, de- de réaffirmer leur contrôle Mhm. sur des nations tout entières en les forçant à faire d'acheter leur pétrole, leurs ressources naturelles en dollars américains. Donc, de sorte de briser la tentative actuelle des BRICS de sortir du pétrodollar. Mais bon, ça, c'est une thèse. Puis en tout cas, on Ouais. s'entend sur la base de cette chronologie-là. Je pense pas que le président américain avait cette grand strategy, Ouais. Ouais. cette grande stratégie en tête lorsqu'il a Ouais. décidé d'appuyer sur le piton puis d'envoyer les F-15 américains bombarder l'Iran. Ouais. Ben voilà ce qu'on avait à dire là-dessus, je pense. Oui, puis là, ben enfin, après 3 semaines, un mois de discussion hebdomadaire sur l'Iran, enfin, on va commencer à parler d'autres choses. On va parler de la Hongrie. Alors, on va parler de la Hongrie parce que aujourd'hui, donc dimanche, il y a une élection importante pour le premier ministre Viktor Orban, qui est en place depuis 2010. Mais elle est importante aussi parce que Orban était porteur d'une idéologie qu'il appelait lui-même l'illibéralisme. Tu me corrigeras, Jean-François, si jamais je m'enfarge là-dedans. Et donc, c'est peut-être l'avenir de ce courant philosophique et politique qui est en jeu aujourd'hui. Alors, d'abord, les éléments de base ici. Donc, cette élection se déroule dimanche. Elle met aux prises Viktor Orban, en place depuis 2010. Le premier ministre a gagné toutes ses élections depuis cette date-là et souvent de façon assez convaincante et massive. Sauf que là, il fait face à un chef de l'opposition, Peter Magyar, qui, semble-t-il, selon les derniers sondages, aurait à peu près 10 points d'avance sur Orban. Maintenant, les maisons de sondage en Hongrie
sont peut-être pas tout à fait fiables. D'abord parce que celles qui favorisent le chef de l'opposition, évidemment, sont idéologiquement biaisées, et celles qui favorisent Orban le sont aussi. Et les maisons de sondage qui donnent Orban gagnant le donnent par 6 points d'avance. Or, il faut comprendre que la sociologie électorale de Orban fait en sorte que lui contrôle les comtés et les circonscriptions rurales et que l'opposition trouve sa force dans les villes. Et le système électoral va favoriser, parce que Orban a passé 16 ans à modifier ce système électoral, va favoriser les circonscriptions rurales. Grosso modo, ça ressemble un peu à la sociologie au Québec. Vous pouvez obtenir un gouvernement majoritaire en nombre de sièges, mais minoritaire en nombre de voix. Et c'est peut-être vers ça qu'on s'en va ce soir quand on aura les premiers résultats. Évidemment, nous, on va mettre en ligne l'émission à 19 heures, heure du Québec. Alors, on aura sans doute des premiers résultats. Euh, donc, le premier ministre Orban joue sa tête. Le chef de l'opposition, il ne faut quand même pas l'oublier, s'est découvert une vocation d'opposant en 2024 alors qu'il travaillait pour Orban. Il travaillait même au bureau du premier ministre Orban. Donc, c'est un homme du système, il a 45 ans, un homme du système, conservateur, dont les différences avec Orban sont pas si nombreuses que ça. Mais il est quand même sensible à l'état de droit. Il est quand même aussi sensible à avoir des relations approfondies avec l'Union européenne, d'autant plus que l'Union européenne retient de l'argent qu'elle verse habituellement à la Hongrie, comme à d'autres pays d'Europe de l'Est. Et à cause des mesures euh, autoritaires de Orban, la Hongrie est sanctionnée depuis de nombreuses années. Donc, Peter Magyar veut rétablir le lien avec l'Union européenne pour pouvoir bénéficier de de ces financements. Ces prises de position sont souvent ambiguës, que ce soit sur les libertés, que ce soit sur l'Ukraine. Par exemple, il ne veut absolument pas vendre d'armes à l'Ukraine. Il évite de répondre aux questions un peu trop précises. Donc, toute sa stratégie consiste évidemment à constamment attaquer Orban et à en dire le moins possible, parce que sa coalition d'opposition comporte des gens de droite comme des gens de gauche, des gens qui finalement se bouchent le nez parce que Magyar vient quand même du gouvernement Orban. Donc, on verra le résultat ce soir. Ça, c'est pour la première raison de l'importance de cette élection, c'est le sort du premier ministre après 16 ans. La deuxième raison de l'intérêt de la communauté internationale pour cette élection, parce que aussi il y a cette bataille entre les Américains ou les Européens et les Russes. Euh, Étrangement, peut-être pas si étrange que ça finalement, Trump et Poutine sont sur la même longueur d'onde avec Orban, parce que ils partagent idéologiquement des positions semblables, particulièrement sur le conservatisme de la société, sur ce qu'ils appellent les valeurs chrétiennes euh, de Ben, l'Europe ben d'ailleurs, et anti-immigrants. ouais. Et d'ailleurs, J.D. Vance s'est rendu en Hongrie il y a quelques jours Tout pour à faire fait. l'éloge d'Orban. Donc, on va constater si ça a fonctionné. Peut-être que si les résultats sont très serrés, effectivement, Vance aura eu une certaine influence, mais il ne faut pas sous-estimer le fait qu'après 16 ans de pouvoir, les gens peuvent en avoir assez
et veulent du changement, même si, comme je le disais, le leader de l'opposition, c'est pas nécessairement le grand changement. Quoique, souvent, des gens qui sont dans le système peuvent le modifier. Euh, on n'a qu'à penser à Mikhail Gorbatchev, après tout, en Union soviétique, c'est le fossoyeur de l'empire soviétique et de son idéologie. Donc, l'autre bataille qui se déroule, c'est celle concernant la notion d'illibéralisme, ce maudit mot-là. On a toujours de la difficulté à le prononcer. Alors, c'est quoi cette idéologie-là? Il y a plusieurs définitions. D'abord, pour ce courant de pensée, il s'attaque à ce qu'on appelle la démocratie libérale. Alors, le libéralisme, c'est évidemment la liberté, la démocratie, la notion d'économie de marché. Il y a peut-être d'autres éléments, Jean-François, tu me corrigeras. Mais pour Orban, qui a commencé comme un libéral parce que euh, son activisme politique quand il était très jeune, Ah oui, il était et opposé. anticommuniste, Ben oui, c'est un opposant au régime communiste hongrois pendant la guerre froide, là. Ah oui. c'est favorable à l'Union européenne, favorable à l'OTAN, mais il a changé. Il y a eu une dérive et une dérive autoritaire qu'on a constaté dès son premier mandat, parce que c'est toujours un élément qu'on oublie dans sa biographie, c'est qu'il a eu un premier mandat de 98 à 2002. Et déjà à ce moment-là, il voulait changer les institutions hongroises, par exemple au sein du Parlement, avoir des votes à la majorité simple alors que ça avait toujours été aux deux tiers pour changer les choses. Donc, il y avait déjà, il commençait son bidouillage, si je peux dire, du système politique, social et culturel. Et quand il revient au pouvoir en 2010, eh bien là, il a une super majorité au Parlement qui lui permet de modifier la Constitution. Il aurait introduit jusqu'à 600 lois pour pratiquement démanteler l'État libéral. Et à ce point que l'Union européenne a commencé à le sanctionner et donc à retenir l'argent qui était dû à, à la Hongrie. Donc, Viktor Orban, d'après Farid Zakaria, qui est un grand commentateur de politique internationale aux États-Unis, il s'est employé, dès son arrivée au pouvoir, à réduire l'indépendance des médias, à s'assurer de la docilité de la Cour constitutionnelle, à avoir rédigé une nouvelle constitution et adopté, comme je le disais, ces centaines de projets de loi pour modifier euh, le paysage politique, culturel et social hongrois. C'est un homme qui était fermement opposé aux vagues migratoires, surtout celles d'il y a quelques années lorsqu'il y a eu les événements en Syrie qui ont eu un impact en Irak et ailleurs. Vous vous souviendrez par exemple que les Allemands avaient accueilli près d'1 million de réfugiés du Moyen-Orient. Pour Orban, il était inacceptable d'accepter ces réfugiés-là. Il n'était pas le seul d'ailleurs. La majorité des pays, des ex-pays d'Europe de l'Est, ont refusé de recevoir des réfugiés du Moyen-Orient, euh, mettant en doute leur libéralité, parce que l'Union européenne était fondée aussi sur une générosité envers l'immigration. Alors, l'illibéralisme que revendiquait d'ailleurs Orban dans un discours en 2014, il a prononcé ces mots, a fait des petits en Europe et aux États-Unis.
Giorgia Meloni en Italie, Madame Le Pen, elle, elle n'a pas attendu Orban pour commencer, les partis d'extrême droite en Allemagne. Donc, il y a une montée de ce courant politique en Europe avec des succès électoraux plus ou moins importants selon les pays. Donc, si Orban perd aujourd'hui, ben, c'est quand même un des leaders de ce mouvement-là qui quitte la scène politique. Mais déjà, Madame Meloni en Italie a perdu son référendum sur la réforme de la justice parce que les gens y voyaient une menace aux libertés. Déjà, il y a des reculs dans certains pays, comme les Pays-Bas ou même en Scandinavie, où certains partis d'extrême droite commencent à plafonner en termes de succès électoraux. Donc, on verra ce soir. C'est pour ça que cette élection, elle est très importante à suivre. Ouais. Écoute, moi, j'ajouterais une chose sur l'illibéralisme. Oui, Une des composantes de l'illibéralisme, c'est le contrôle de l'État sur l'économie. Et ça a été extrêmement important pour Orban parce que dans les années 90, c'est la période de la transition, là, après l'effondrement du communisme, c'est un peu comme en Russie, là. Pendant une oui. décennie tout entière, c'est le grand virage, la thérapie de choc pour passer au libéralisme. Et puis, ça avait pour effet d'enrichir certaines personnes qui habitaient dans les grandes villes, Budapest en particulier, mais ça appauvrissait énormément les gens qui habitaient en région, qui avaient Mm. les anciennes entreprises soviétiques qui étaient clairement pas compétitives dans un monde global, ont toutes fermé. Et ce qu'Orban a fait, ça avait commencé avec une compagnie de tabac nationale en Hongrie, qui était menacée par les grands fabricants, Philip Morris et compagnie. Et Orban a décidé essentiellement de nationaliser cette compagnie-là pour la garder à flot, qui employait des milliers et des milliers de personnes dans le pays. Et ça a été le début de son premier geste où, en tant que premier ministre, il a pris le contrôle sur différents aspects de la sphère économique du pays. Donc, d'une certaine façon, les gens pourraient dire, ben, c'est une bonne chose, c'est des aspects stratégiques de l'économie qui emploient des milliers et des milliers de personnes. Ne serait-il pas normal que l'État ait son rôle à jouer pour s'assurer que ces compagnies-là vont être en mesure de pas fermer leurs portes face à la compétition? Donc, de venir un peu briser les règles du marché en mettant sur le respirateur artificiel, par le biais de contributions étatiques, des compagnies qui ne sont pas nécessairement compétitives. Mais la raison, c'est pour empêcher que des gens Mhm. viennent à perdre leur emploi. Évidemment, lorsqu'on entre dans une tactique comme celle-là, on ouvre aussi la porte à la corruption. Parce que si vous avez une compagnie stratégique qui veut continuer à avoir des subventions de l'État, ben, il y a une façon de convaincre la personne à la tête de l'État de vous accorder les faveurs étatiques, hein. Donc, Mhm. ça, c'est un des points qu'on reproche aussi à Orban, c'est sa politique économique a eu pour effet aussi d'entraîner de la corruption, puis c'est peut-être la raison pour laquelle Magyar a décidé de quitter le parti Oui, d'Orban, le oui. Fidesz, parce que voilà, il était critique par rapport à la corruption, ou peut-être parce que lui, personnellement, en bénéficiait pas. Il ne faisait pas Oui. partie de la garde rapprochée de l'élite autour d'Orban, qui évidemment, comme en Russie avec Poutine, profite de ce système-là. Donc, Mhm. dans une certaine mesure, puis c'est peut-être un peu provocateur ce que je vais dire, mais le gaullisme, après le retour au pouvoir du général de Gaulle en 58, la façon avec laquelle il a remanié complètement la Constitution de la France, il a vraiment Oui. centralisé la prise de décision au niveau de l'exécutif, alors qu'auparavant, c'était au niveau du législatif, de l'Assemblée nationale. Ça a été, je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu lui reprocher, puis ça lui a été reproché d'ailleurs par Mitterrand, mais on pourrait lui reprocher aujourd'hui d'avoir fait preuve d'illibéralisme en Mhm. ayant créé un système qui hyper concentrait certains pouvoirs auprès du pouvoir exécutif. Puis il y a une histoire aussi très intéressante. Euh, son contrôle aussi sur l'économie, De Gaulle, c'était aussi assez fort. Ah C'était ben la, com- oui. c'était Peugeot ou Renault ou Citroën, une compagnie d'automobile française, qui avait, qui voulait ouvrir une nouvelle usine en France. Et puis, évidemment, il voulait l'ouvrir, comme toutes les autres usines, dans la région, dans la périphérie parisienne. Et puis, à ce moment-là, en Bretagne,
Il y avait un début de soulèvement populaire. Les gens étaient mécontents. Des compagnies avaient fermé leurs portes. Et puis De Gaulle a dit au PDG de la compagnie automobile en question, il dit, votre usine, vous n'allez pas l'ouvrir à proximité de Paris, vous allez l'ouvrir en Bretagne. Puis on va vous construire une autoroute qui va vous permettre là, de pouvoir faire plus facilement vos affaires, une voie ferrée, etc., etc. Et la compagnie en question, elle est toujours ouverte aujourd'hui en Bretagne et ça a été un succès et c'est toujours un succès parce que ça a continué à employer des milliers de personnes. Mhm. Donc, ça, c'est un aspect de l'illibéralisme. C'est la décision Le, du chef le, de, le dirigisme de l'État, c'est là. ça, c'est du dirigisme économique. Dans le cas du gaullisme, il y a pas de corruption. Le général de Gaulle, il s'est pas mis un seul franc dans les poches en mettant en place un système comme celui-là. Mais vous comprenez que l'objectif, c'est de faire en sorte de répartir la richesse et de ne pas simplement la concentrer autour de la capitale ou du Ouais. pôle économique du pays, mais de faire en sorte que partout les gens dans le pays, peu importe où ils habitent, vont avoir accès à des emplois de qualité. Et si c'est le cas, ben, ça va calmer la potentielle grogne populaire. Alors, comme je disais, dans les années 90, il y avait la Hongrie, comme en Russie, c'était une cocotte minute. Il y avait beaucoup de gens qui perdaient au change dans la transition vers le libéralisme. Et je ne suis pas en train de dire que Orban, il a fait ça peut-être qu'il a fait ça par bonté de cœur, hein, par raison d'État, en se disant, ben, c'est pas Mhm. la façon avec laquelle il faut procéder. Il faut que l'État, comme dans le cas du gaullisme, dirige en quelque sorte les entreprises stratégiques. Ça a peut-être été le cas, mais peut-être qu'il a aussi flairé la bonne affaire, que ça lui permettait de mettre en place un système de corruption qui allait lui De permettre à lui, clientèle. clientélisme, qui allait lui permettre à lui, Ouais. puis à ses proches et à ses alliés de pouvoir de s'enrichir et aussi de pouvoir acheter les élections. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu au cours des derniers jours, des entrevues des gens qui habitent dans des villages, dans des campagnes, puis ils disent ouvertement, ben oui, je me suis fait offrir 50 euros lors des dernières élections pour voter pour Orban. Ouais. Et puis et les gens, avec leur téléphone dans le bureau de vote, ils devaient faire une vidéo en train de cocher le X à côté Ah du oui, parti de Viktor Orban et d'en faire la preuve auprès du dirigeant de la compagnie où ils travaillent ou du maire du village pour ensuite avoir l'argent. Donc, le 5. d'où est-ce que cet argent vient? Ben, c'est ça, par la Ouais. corruption. Ouais. Donc, Il faudrait se demander aussi si le système Orban, que ce soit économique, mais aussi culturel et social, va rester comme héritage. Parce que il y avait un philosophe, professeur de sciences politiques, je crois, suédois, qui donnait une entrevue à une revue française et qui disait Orban a échoué sur le plan démographique, par exemple. Il voulait que les hmm. Hongrois fassent plus d'enfants et en fait, ils en font moins qu'il y a 20 ans. Alors, ça, c'est un échec. Le retour de la religion, ça a pas levé. Même si Les- la Hongrie reste un pays extrêmement Ah, conservateur, tout comme la ça, c'est Pologne. sûr. Ça, c'est certain. C'est ancré. C'est là pour durer. Mais justement, est-ce que le système Orban a changé des choses? Est-ce que les Hongrois se sentent plus européens parce qu'ils vont voter pour le chef de l'opposition ou bien euh, Orban les a tellement travaillés que pour eux, l'Union européenne, ça peut rester encore un ennemi malgré l'argent qu'ils reçoivent? Est-ce que les Hongrois sont conscients de l'argent qu'ils reçoivent? Je crois que par capita, c'est eux qui reçoivent le plus d'argent de Ah oui. l'Union européenne, de l'ensemble des pays membres. Donc, Donc, ça reste à voir. c'est ça, mais les fonds sont gelés en ce moment. Donc, peut-être Alors, ça dépend sur quoi, c'est là. ça. Il y a Mais différentes. c'est peut-être là aussi la frustration. C'est, tu sais, les gens, comme je l'explique depuis toujours, les gens votent avec leurs pieds. Si je vote Hmm, pour tel parti, est-ce que ça va augmenter mon bonheur matériel? Est-ce que ça va augmenter ma voilà. sécurité? Oui ou non? Les gens, ils votent en faisant ce calcul-là. Et là, peut-être, ils en viennent à la conclusion que c'est bien beau le système mis en place par Orban, mais malheureusement, ça nous prive de fonds qui minimisent notre bonheur matériel. Puis Magyar, qui était très wise, donc un rapprochement, on réouvre les négociations avec Bruxelles, on est plus gentil avec eux, mais on demeure conservateur,
Donc, tu sais, il reprend les éléments du programme Ouais, d'Orban. Donc, le grand échec d'Orban, justement, ça, c'est peut-être pas au niveau de ses politiques natalistes ou le nationalisme, l'importance de la chrétienté, la religion, etc., mais c'est son incapacité à pouvoir offrir aux gens ce qu'ils souhaitent d'abord et avant tout, c'est d'augmenter leur bonheur matériel. Puis ils se disent, mais sans nécessairement remettre en question le principe des valeurs d'Orban, de son illibéralisme, on a peut-être maintenant la possibilité de voter pour quelqu'un qui va conserver ces valeurs-là, mais qui va nous permettre maintenant d'avoir accès à des fonds qui nous manquent, puis d'augmenter ouais. notre bonheur matériel. Il y a un dernier aspect pour conclure notre conversation là-dessus, c'est que Orban a aussi utilisé la fibre nationaliste ethnique lorsqu'il a revendiqué presque une responsabilité sur les minorités hongroises dans 6 pays autour de lui, autour de la Hongrie, et en particulier la minorité hongroise en Ukraine. Et ça suscite des tensions avec ces pays-là, l'Ukraine et la Roumanie surtout, Ouais. parce que la Hongrie s'est étendue à un moment donné, au 19e siècle et début du 20e siècle, dans l'Empire austro-hongrois. Il y avait des Hongrois dans 6 pays autour. Et il a soufflé sur les braises du nationalisme ethnique. Alors peut-être que Magyar veut revenir à des considérations plus terre à terre, là. On le verra, ça aussi. Ouais. Voilà. Donc, Voilà. quand vous allez vous réveiller lundi matin, vous allez voir qui a remporté l'élection. Puis, écoutez, il se pourrait très bien que dans les deux camps, ça revendique la victoire. Ah ben oui, Euh, ça. donc, ça pourrait créer d'autres problèmes. Là, on verra aussi au cours des prochains jours. Ouais. Bon, ben écoutez, sur ce, ben, on espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Et puis, ben, écoutez, comme toujours, likez, partagez, parlez-en à vos amis. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça ne coûte rien. C'est bon pour l'algorithme. Et puis, ben, sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine et puis ça nous fera plaisir de vous revoir pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Au revoir.